Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux pour cette conférence organisée par Marques sur les tendances clients 2015-2017 et stratégie digitale associée. En d'autres termes, Marques va vous présenter les grandes tendances à 2 ans qui vont conditionner les stratégies clients avec le digital. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir d'abord Sylvie Chauvin, qui est la présidente de Marques, venue avec Emmanuel Olivier-Paul, directrice associée de Marques. Enfin, Édouard Mailleux, qui est responsable avant-vente sur les offres CRM Marketing Infor. Édouard Mailleux devrait évoquer notamment le cas client ING. Sylvie Chauvin, je vous passe la parole. Merci, désolée du retard pour démarrer cette conférence, mais il y avait une conférence plénière qui se terminait, donc on voulait attendre pour des participants intéressés par ce sujet. Alors, tendance digitale 2015-2017, nous sommes à même de vous parler de tout ça parce que nous faisons beaucoup d'études. Emmanuel et ses équipes font des études auprès de certains d'entre vous pour comprendre comment justement vous investissez dans tous ces nouveaux domaines. On va vous présenter justement dans cette session quelques-uns des résultats de nos dernières études avec la façon dont on voit les projections sur ce marché de la relation client. Pour ceux qui veulent, vous pouvez cliquer, enfin du moins, vous pouvez tweeter la session et vous avez l'hashtag Marques CMO, CMO étant pour Chief Marketing Officer, pour certains d'entre vous qui ne connaissaient pas l'acronyme. Alors, nous, quelle est notre légitimité à vous parler cet après-midi de ce sujet? Marques est un cabinet qui est spécialisé depuis plus de 15 ans dans l'analyse de la modernisation des entreprises, des administrations avec les technologies du numérique. On dit également digital. Ce que nous faisons depuis 15 ans, c'est surtout vous interroger chaque année afin de connaître vos besoins, vos attentes, les solutions, vos retours d'expérience, vos bonnes pratiques. Et de ça, nous allons faire des études, des documents de synthèse qui sont d'ailleurs pour beaucoup téléchargeables sur notre site. Et nous interrogeons également les prestataires, parmi ceux qui sont ici sous ce hall 7 et qui ont également une bonne connaissance du marché. Au total, ça fait plus de 5000 interviews de décideurs chaque année et une forte connaissance, bien entendu, du marché. Tout ça, nous le faisons de façon objective, indépendante, puisque nous ne sommes affiliés à personne. Alors, simplement pour vous dire un peu, avant de laisser la parole aux spécialistes de la relation client, vous donner un peu un avant-goût de nous déjà au niveau de Marques, comment on voit d'ici 2015-2017 l'évolution de la transformation digitale dans les entreprises. Pour nous, le digital est quelque chose qui n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour arriver à une fin qui est une fin business. Donc il ne faut pas se méprendre et voir le digital uniquement dans une collection de technologies. À cette fin, ce que nous avons fait et l'architecture de notre approche méthodologique de toutes nos études à venir, alors ça peut vous intéresser, c'est une vision qui est architecturée autour de ce qu'on appelle le canevas digital. Le canevas digital, l'idée est simplement de dire qui dit business dit information. Donc on voit à gauche sur le slide tout ce qui est autour de l'information. Qui dit information donnée dit aussi des flux de plus en plus nombreux dans lesquels vont transiter cette information. Et qui dit flux dit qu'il y a des nouveaux modèles opératoires qui permettent d'augmenter le flux de données et d'informations qui transitent dans ces flux. Et les modèles opératoires, on les connaît tous, on vit avec, qui s'appellent le cloud, le mobile, le social, le collaboratif, et puis demain peut-être d'autres modèles opératoires. Et notre approche chez Marques, c'est de nous dire, tout ça, on va le prendre en compte en croisant en fait les métiers des entreprises. Dans les métiers des entreprises, il y a des CMO, des Chief Marketing Officers, des gens qui sont responsables de la relation client et qui doivent construire une stratégie digitale en se posant des questions architecturées autour de
quel type de données, comment exploiter mieux mes données, comment avoir des flux de plus en plus performants et comment utiliser au mieux les modèles opératoires. On peut décliner ça aussi pour les métiers des RH, les Chief HR Officers, comme on les appelle, ou même les gens de l'informatique qui sont les Chief Information Officers. Donc voilà un peu, pour vous donner une projection de la façon dont nous architecturons nos recherches. Donc le canevas digital est quelque chose sur lequel nous travaillons et ça implique bien entendu d'avoir une vision croisée, maillée de tout cela dans les entreprises. On va revenir sur la relation client. Dans le domaine du marketing digital et de la relation client, notre légitimité à intervenir cet après-midi, vous voyez sur la partie gauche de ce slide tout un ensemble de sujets qu'Emmanuel et ses équipes ont abordés au cours des dernières années. Donc il y en a beaucoup, nombreux. Et vous voyez également sur la partie droite les différents acteurs du marché qui nous ont accompagnés aussi dans ces travaux. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Emmanuel qui va vous présenter donc, les tendances, puisque vous êtes là pour ça. Et donc, elle va prendre le boîtier. Voilà, je lui laisse la parole. Je serai plus à l'aise avec le micro ainsi. Ça me permet de pouvoir bouger. Je suis toujours plus dynamique dans la présentation de données clés qu'on va vous restituer, qui sont le fruit d'analyses passées. Mais quand je dis passées, c'est il y a quelques mois ou un an, et celles qu'on vient de terminer vraiment, qui sont toutes fraîches. Il y a pratiquement pour les derniers répondants et qui restent d'ailleurs toujours ouvertes. Donc après, si vous souhaitez éventuellement vous-même aussi participer, vous me laisserez votre carte de visite et je vous adresserai un petit mail qui pointe vers les questions qu'on pose actuellement sur le sujet de l'expérience client. Donc, ils sont toutes fraîches et je vais pouvoir effectivement vous en donner quelques éléments dans cette session de cet après-midi. Alors, un premier constat, et ça c'est le fruit donc, de nos analyses. On a toute une base d'informations après qu'on constitue, liée justement aux entretiens qu'on mène auprès de différentes directions dans les organisations. Nous, on est vraiment spécialisés ce qu'on appelle dans les entretiens dans le monde professionnel, et donc on interroge des responsables au sujet de leurs projets et de leurs problématiques, des enjeux qu'ils ont en termes de relations clients, de marketing, de développement aussi des ventes, bien entendu, parce que tout est lié, on ne peut pas non plus les dissocier. Il y a un constat, c'est que bien entendu aujourd'hui, le digital, puisque vous êtes là aujourd'hui à cette session, c'est que vous en avez tous conscience, donc c'est des redites sans doute, mais pour mettre quelques chiffres derrière, c'est en 2014, les entreprises que nous avons interrogées nous ont indiqué qu'elles allouaient entre 1% à 10% de leur chiffre d'affaires en termes de budget dédié au marketing et à la relation client digitale. Donc, c'est peu pour ceux qui sont à 1%, mais quand on commence à 10%, c'est déjà beaucoup. Je mets de côté après des cas très particuliers où c'est vraiment le métier propre, les e-commerçants, enfin, il y a des gens qui sont vraiment spécialisés, où là, c'est le cœur de métier, le cœur d'activité. Mais en moyenne, on avait aussi des entreprises du domaine industriel, donc dans le B2B qui commence à s'intéresser. Là, je ne sais pas si vous avez entendu là, dernièrement des chiffres qui sont évoqués. C'est Michelin qui investit dans des sociétés de e-commerce et de vente de pneus en ligne. Donc là, c'est le dernier en date. Donc on voit vraiment ces industriels qui ne touchaient pas du tout ces aspects-là il y a quelques années, qui s'y investissent en fait de plein fouet et qui justement portent des investissements très lourds. C'est encore là dernièrement Leclerc, si vous l'avez vu passer dans la presse, un article dans Le Monde, qui va sur, alors là c'est vraiment le digital, pas que la relation, mais investir 1 milliard d'euros sur 3 ans. C'est un chiffre en fait. Alors bon, est-ce que c'est un effet d'annonce? Sans doute il joue dessus, mais néanmoins le fait est qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui d'investir sur ces sujets-là, et plus particulièrement au cœur de tout ça, c'est bien entendu le client. Donc un autre point sur l'analyse justement que je vous évoquais, qu'on vient de terminer ces jours-ci, sur l'expérience client plus particulièrement, on voit que nos interlocuteurs, parmi les priorités premières sur lesquelles ils vont faire porter leur budget, leur investissement en matière d'expérience client, c'est l'expérience client sur le web avant tout. Alors on verra que, bien sûr, il y a le mobile, on va le voir un petit peu plus loin, qui a un rôle, c'est une priorité pour eux, mais qu'on voit qu'encore, ils n'ont pas terminé, je dirais, leur mue sur le web, et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur l'expérience client, bien entendu, qui y est associée. Alors,
en regard sur, parce qu'on est quand même en prospective, hein, c'est notre mission, nous, en tant que cabinet d'analystes, hein, de dire voilà ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on observe, mais aussi de dire qu'est-ce qui va se passer un peu dans les années futures. Donc déjà par rapport aux quelques exemples que je vous ai donnés entre Leclerc, Michelin, par exemple, il y a une dynamique très très forte et que on est sur des chiffres, des croissances de ces budgets-là à plusieurs chiffres. Là, on dit sur l'échantillon qu'on avait interrogé, pratiquement sur la dynamique 2014-2016, on était sur de plus de 30% de croissance des budgets alloués au marketing et à la relation client digitale. Quand on compare à d'autres sujets qu'on couvre, c'est effectivement très conséquent. Et on voit que ça va être au détriment d'autres budgets, parce qu'il faut aller les chercher, ce sont des investissements. Mais quelque part, on va voir que, bien entendu, il y a d'autres budgets qui vont être sans doute amputés ou qui vont être réduits, qui y sont associés. Alors, à partir de ça, par rapport à toutes les dernières analyses qu'on a effectuées, nous, on a identifié 6 grands sujets, plus particulièrement que je vais vous exposer là, dans cette session, qui vont porter les stratégies clients digitales d'ici 2015-2017. Là, je viens d'évoquer, bien entendu, le digital hein, et l'emphase qui va être mise sur les canaux digitaux. On va voir, bien entendu, qu'il y a aussi le mobile, qu'il y a le social, bien entendu, la problématique omnicanale, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on parle de digital, mais il y a d'autres canaux qui sont toujours présents, qui sont les canaux traditionnels et qu'il ne faut pas les omettre. Et c'est une vraie cohérence qu'il faut avoir, effectivement, entre eux. Les données, bien entendu, et puis l'aspect qui va être lié à la confiance. Alors, c'est un point qu'on voit peut-être peu abordé aujourd'hui, dans toutes les sessions. Je ne sais même pas s'il y a eu des sessions d'ailleurs ici lors de stratégie client et de e-marketing qui ont parlé de la confiance. La confiance, en fait, dès qu'on touche aux données clients, il va y avoir un point qui va être de plus en plus crucial, en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait de mes données, comment on les traite, est-ce qu'on les traite à bon escient, est-ce que je suis sûre sur ce site web, quand j'appuie sur le clic qui me permet de payer, même si j'ai éventuellement un compte PayPal, est-ce que je ne vais pas me tromper? On peut rester en suspens. Moi, je sais que ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Je ne l'ai pas fait. C'est dommage, parce que ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui me gênait, effectivement, je n'avais pas confiance, je ne connaissais pas suffisamment la société, pourtant parfois c'était des grandes marques. Donc c'est-à-dire que même la marque parfois n'est pas suffisante. Alors, en ce qui concerne le digital plus particulièrement, on va revenir sur quelques données qui ont déjà été communiquées en fait, puisqu'elles datent de l'année dernière en l'occurrence. C'est de voir quelle est la part aujourd'hui des canaux digitaux dans l'ensemble des canaux d'interaction que vous pouvez avoir avec les clients. Donc là, c'est de manière générale, après suivant les secteurs d'activité, les métiers aussi, bien entendu, des entreprises, ça peut varier. Il y a encore des entreprises qui ont des canaux traditionnels très très importants, je pense aux banques, aux assurances, mais qui sont en train de faire une mue aussi assez conséquente hein, sur le sujet du digital. Mais en moyenne, on voit que donc, en 2016 à peu près, les canaux digitaux vont représenter 48%, enfin de la moitié à peu près des interactions clients. Alors, plus particulièrement, l'emphase, hein, vous le voyez sur le côté, va être portée, je l'ai déjà dit, hein, pardon, je ne l'ai pas affiché, mais sur le web, sur le social, sur le mobile. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le face-à-face et les échanges vocaux font de la résistance. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là, mais ils prennent d'autres formes. Et on verra que même si on introduit le digital dans le magasin, hein, c'est-à-dire qu'on va peut-être équiper les vendeurs ou dans les agences bancaires les conseillers, par exemple en tablette ou en smartphone, pour faciliter un certain nombre, je dirais, d'actions qui va permettre d'aller plus vite dans la relation qu'on peut avoir en magasin avec le client, ça va changer leur pratique. Il va falloir apporter plus de conseils, plus de services qui vont être associés. Ce qui est clair, c'est que le papier est en nette diminution, mais ça c'est un constat qu'on fait, ou du moins il va se réinventer autrement, et que l'email, contrairement à ce qu'on pourrait penser, lui aussi, suivant les objectifs que vous aviez à faire avec lui, hein, avec les campagnes notamment d'emailing, soit est en diminution, soit se stagne légèrement. En fait, on va traiter l'email de manière différente, beaucoup plus de manière personnalisée, avec des ciblages beaucoup plus pointus, peut-être faire moins de volume, même s'il y en a qui continuent à en faire sur ce sujet-là, mais on voit qu'il y a une approche complètement différente aujourd'hui de l'email qui va s'inscrire dans une dynamique beaucoup plus cohérente avec les autres canaux qui y sont associés, et parce qu'en général, soit il y a eu une action avant dans un email, soit on va avoir une action après, le plus souvent, ce qui n'est pas toujours le cas par exemple sur un appel vocal, hein, parce que ça peut être le traitement d'une réclamation, elle est traitée, donc c'est fini hein, à un moment donné. En général, le mail, il y a des actions qui vont être associées, et donc du rebond, il va falloir le générer aussi par rapport avec les autres canaux qui y sont associés.
Alors sur la partie mobile, aujourd'hui il y a un constat, c'est que nous sommes tous des mobinautes, pratiquement, pas tout à fait. Mais je pense que là, si je vous pose la question, combien d'entre vous avez un smartphone dans votre poche ou votre sac à main, vous avez pratiquement tous levé la main. C'est ce qu'on appelle un mobile intelligent. Et sur ces mobiles intelligents, donc en France, c'est un peu plus de 50%. Ce sont des chiffres qui sont communiqués par l'association mobile de France. Et on surfe sur Internet, on fait plein de choses. En fait, on fait tout ce qu'on pourrait faire avec les autres. On fait du vocal, on fait du surf, on fait pas le papier, bien que, oui, on fait du papier parce qu'il est numérisé, il est sur le téléphone. On va présenter un billet, par exemple, ou même là, lorsqu'on arrive, éventuellement, on va s'enregistrer avec le badge, il y aura juste le code barre qui sera à scanner à partir du téléphone. Donc ces téléphones mobiles intelligents, c'est surtout ça qui nous intéresse, change vraiment la donne, parce qu'on crée de nouveaux usages avec ces systèmes justement de photos, de vidéos intégrés, de capteurs aussi qui vont être associés. Et demain, surtout, ce qu'il faut voir, ce sont les objets connectés. Donc avec tout ce qui va être lié, c'est-à-dire le bracelet qui va être connecté à mon smartphone puisqu'il va servir d'élément en fait, réseau pour communiquer des informations, tout ce qui est wearables, dans le domaine de la santé aussi, beaucoup d'actions qui vont être associées, qui vont être étroitement liées justement aux usages qu'on peut faire à partir de ces terminaux et qui sont nouveaux. La géolocalisation dans le domaine de la logistique par exemple, c'est la capacité, s'il y a un problème sur un colis, de prendre une photo pour le transporteur, le colis qu'il récupère en fait est endommagé. On peut lui incomber la faute. Donc là ici, on va pouvoir gérer la preuve, par exemple, en prenant une photo géolocalisée et horodatée qu'on va pouvoir directement transmettre dans l'outil de logistique via le téléphone mobile. Donc ça, et là on va accélérer bien entendu les temps de traitement qui vont être liés à un client à quel on va distribuer le sujet. Donc en matière d'interaction client digitale, les priorités pour 2016 des décideurs que nous avons interrogés sont en premier lieu celles liées au mobile, pour 48% d'entre eux. Ensuite, on va retrouver l'emailing, mais comme je vous l'ai dit, sous nouvelle forme, 45%. Et puis, on retrouve la composante, ce qu'on appelle une communauté sociale, plutôt, parce qu'aujourd'hui, 90% des sociétés que nous avons interrogées, bien entendu, ont investi les médias sociaux. Alors, des premiers investissements qui ont été réalisés uniquement pour faire de la veille, pour faire du push un petit peu sur les réseaux informationnels vis-à-vis de communautés, on arrive maintenant à des solutions, je dirais, beaucoup plus sophistiquées qui intègrent vraiment cette notion de communication sociale et de partager des informations de pair à pair, comme on dit, le peer-to-peer, et d'intégrer même le client dans de la relation, par exemple, client. Il y a des clients aujourd'hui qui ont des informations ou une expertise technique plus pointue parfois que les experts techniques de l'entreprise. Donc laisser le client, à un moment donné, répondre en fait à d'autres clients pour générer effectivement ces communautés-là. Plus particulièrement, on retrouve bien entendu Facebook, mais ça c'est surtout dans le grand public. Et d'autres, c'est pour pratiquement 75% des décideurs qu'on a interrogés. Twitter, qui est à donc 2/3. Donc je vous invite de nouveau même là à tweeter la session, Marquez CMO. Donc Twitter est un vrai réseau qui se cherche un petit peu, mais pour l'instant qui est aujourd'hui prisé effectivement par les organisations interrogées. Et puis plus dans le domaine professionnel, on va voir tout de suite arriver là, derrière LinkedIn et qui pratiquement lorsqu'on est dans des entreprises du B2B passe en tête. C'est LinkedIn qui est mis en avant, donc on voit suivant les profils d'entreprise des réseaux sociaux qui vont être privilégiés. Et YouTube de plus en plus, même en professionnel, parce que vous avez de la vidéo en fait professionnelle pour avoir des démonstrations en fait qui sont effectuées, qui sont directement postées sur YouTube et qui vont générer des communautés autour, par exemple, d'experts ou de communautés commerciales, par exemple, associées à la démonstration d'un produit ou d'un service. Alors le client aussi, bien sûr, quand on a parlé là, de ces différents idées omnicanales, et ce qui est intéressant de constater, c'est que parmi les décideurs que nous avons interrogés lors de cette dernière analyse que je vais expliquer sur l'expérience client, 72% d'entre eux nous ont indiqué que pour eux, l'expérience client, c'est avant tout faciliter le parcours client dans cette logique omnicanale. Et 60% nous ont indiqué que c'est aussi avoir un discours cohérent sur l'ensemble des canaux. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est beaucoup de vos organisations, en fait, aujourd'hui, des organisations ont mis en place en fait, des stratégies qui ont été très morcelées, gérées en silo, à l'opposé du canevas digital qu'évoquait tout à l'heure Sylvie. Et aujourd'hui, on est obligé de passer dans une logique qui va être maillée pour justement améliorer cette expérience client, améliorer le parcours en conséquence et avoir un discours cohérent sur l'ensemble des canaux. Donc, qu'est-ce qui se passe déjà parmi les premières initiatives qui sont relativement simplistes aujourd'hui, c'est-à-dire que je
Qu'est-ce que je regarde? Je regarde sur le site web, hein, c'est ce qu'on nous a dit, et je vais acheter en magasin. On essaye de faire le lien, mais ce n'est pas toujours effectif. On essaye de le faire de plus en plus. En revanche, parfois, quand on arrive au magasin, souvent, on ne sait pas ce que j'ai fait sur le site web. Alors qu'il faudrait qu'effectivement, le conseiller, s'il y a un conseiller en magasin, ait déjà cette visibilité, ou du moins puisse avoir une action qui permette d'avoir cette visibilité. Commande sur le web, retrait en point de contact, qui n'est pas obligatoirement un magasin, mais qui va être des partenaires. Hein. Demain, ce seront aussi, pourquoi pas, des box qui vont être mises à disposition, peut-être dans des halls, dans des gares, et vous viendrez avec un code qui sera sur votre mobile, qu'on retrouve avec le mobile, et qui sera à usage unique pour aller récupérer votre colis. C'est déjà en test en fait aux États-Unis, donc ça c'est intéressant. Et puis alors là, ce qui est moi le cas, et je l'ai vécu dernièrement, quand je parlais d'expérience sur le web, en l'occurrence, il y a très peu d'intégration, encore, je trouve, de manière générale, avec justement les aspects vocaux. Donc c'est la capacité à un moment donné, j'ai une question à poser, je viens d'avoir une information, alors on fait du chat, oui, mais on n'intègre pas avec un click to call, par exemple, pour avoir une reprise vocale, parce que parfois c'est pas toujours évident en messagerie instantanée, quand on a des questions qui sont un petit peu délicates, ou parfois on peut avoir un frein, parce qu'on se dit est-ce qu'on va collecter cette information écrite, on ne va pas laisser à l'écrit par exemple un numéro de carte, ça peut être un petit peu sensible, donc il faut faire une reprise vocale. Et aujourd'hui, on est loin en fait encore d'avoir optimisé ces aspects-là. Moi, dernièrement, j'ai fait une commande sur un site de marque anglais. Ce n'était pas une petite commande. Et il s'est trouvé que dans la transaction, au moment où je l'ai fait, ils avaient enregistré une adresse de livraison qui n'était pas la bonne, qui était mon ancienne, parce que j'avais déménagé entre-temps. Il se trouvait que le compte avec lequel je l'ai fait, c'était PayPal, avait gardé en mémoire, je ne sais pas pourquoi, cette ancienne adresse de livraison, mon ancienne adresse. Hein. J'avais oublié sans doute de la mettre à jour. Et ça a été un vrai casse-tête, je ne vous le cache pas, pour pouvoir contacter les personnes tant par mail que par téléphone pour pouvoir faire cette correction, qui n'a pas été faite d'ailleurs. Et donc, le colis a bien été livré à l'ancienne adresse, heureusement. J'avais une personne, ce n'était pas une gardienne, mais il y a un petit magasin qui était au pied de l'immeuble, et c'est elle qui a récupéré le colis. Donc j'ai eu une chance inouïe, je dirais, et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a vraiment encore des progrès à faire pour que cette intégration soit complète. Elle n'est pas effective, même sur des sites de marque. C'était dans le domaine du textile. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé sur ING? Je vais peut-être passer la main parce qu'il y a peut-être ces problématiques-là qui ont été retrouvées. Je crois que le mieux, c'est d'illustrer par le cas. Donc je passe la main à Édouard Dafor. Bonjour. Donc vous devez tous connaître ING, la banque en ligne. Qui dans la salle est client ING? Voilà, vous êtes un certain nombre. Ça fait plus de 10 ans qu'ING est en France. ING a commencé par l'offre du livret épargne Orange, vous devez vous en souvenir. Et puis ING n'a cessé d'innover pour proposer toujours plus de produits innovants et compléter l'offre de services pour ses clients. Et cette année, ING devrait dépasser la barre des 1 million de clients en France. ING n'a cessé de développer son offre et n'a cessé aussi d'innover puisque la stratégie de marketing digital est vraiment au cœur de son activité et de sa réflexion. ING a développé différents canaux pour communiquer avec ses clients, des canaux principalement digitaux, même s'il y a quelques webcafés, le canal email, le canal téléphonique, le canal mobile. Aujourd'hui, quand on regarde un parcours client d'un client ING, on va pouvoir le voir sur le web, sur son appli mobile. Il appellera le centre de contact, éventuellement recevra des mails. Ce que l'on a mis en place pour ING est une plateforme qui permet de gérer les interactions et d'assurer une cohérence à travers ces multiples canaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un client ING va se connecter sur le site, les offres qui vont être affichées vont être décidées en temps réel par un moteur qui est géré en centralisé et qui va distribuer les offres à afficher pour un client en fonction de son profil, en fonction du contexte, en fonction d'historique d'interaction. Et si par la suite, dans la même journée, on le voit il se connecte sur son application mobile, on va pouvoir tenir compte de sa première visite et lui afficher une offre qui va peut-être prendre en compte un signe d'intérêt qu'il aura manifesté au début de son parcours. Si par la suite il appelle le service client, le chargé de clientèle va pouvoir voir dans son interface une recommandation qui sera établie en fonction du motif d'appel et puis bien sûr des étapes précédentes de son parcours. Pour aller jusqu'au bout, s'il recevait un mail par la suite et au moment de l'ouvrir, on va pouvoir définir en temps réel l'offre qui va s'afficher
encore une fois, en fonction de son profil, des produits dont il dispose déjà, en fonction de l'historique de son parcours. Donc l'intérêt, c'est d'avoir en centralisé une gestion du parcours client qui garantit la cohérence et qui va pouvoir faire la promotion d'offres en fonction de son profil. Sachant que la stratégie d'ING est de partir d'une première offre d'appel, comme ça a été le cas avec le livret épargne Orange, et puis progressivement d'étendre le nombre de produits utilisés ou souscrits par ses clients pour faire du cross-sell et donc enrichir la gamme de produits souscrits par le client. À l'origine du projet, l'un des principaux enjeux des équipes ING marketing, donc les équipes métiers, était de disposer de plus d'autonomie pour mener à bien leur stratégie marketing digital, donc en l'occurrence des campagnes mail, des campagnes téléphoniques, des campagnes SMS. Et pour mener à bien ces campagnes, il a fallu mettre en place la solution qui leur a permis, donc la solution Infor, qui leur a permis de disposer d'une vue consolidée sur les profils clients et d'effectuer des ciblages, des segmentations, de planifier des campagnes, de définir des événements déclencheurs pour communiquer auprès de leurs clients. Donc beaucoup plus d'autonomie pour les équipes marketing qui, avant cela, dépendaient de l'IT pour faire les ciblages et puis pour exécuter toutes ces campagnes. Ça a amené beaucoup plus de fiabilité dans l'exécution de ces campagnes puisque la solution permet, dans un cadre métier bien sécurisé, bien encadré, de configurer ces campagnes sans qu'il y ait d'erreurs liées au ciblage. Autre gain qui concerne plutôt le temps réel et le cross-canal, c'est que la solution permet de gérer en centralisé la diffusion des offres. C'est-à-dire que quand ING souhaite déployer une nouvelle stratégie pour déployer, par exemple, pour diffuser un nouveau ou lancer une nouvelle offre, il va pouvoir en centraliser décider de la diffusion de cette offre sur tous les canaux en fonction de règles qui sont configurables, en fonction de profil client. Donc il y a une grande souplesse et une grande réactivité pour déployer des offres. En termes de résultats, ING a gagné plus de 20% d'efficacité. Donc ce qu'on entend par là, c'est le taux de conversion, le gain en taux de conversion sur les offres qui sont gérées de façon dynamique et personnalisée en temps réel sur ces multiples canaux. Merci. Merci Edouard. On a une session de questions-réponses à la fin, enfin du moins après. J'ai encore 2 petits points à traiter avec vous, donc il ne faudra pas hésiter, j'irai à poser des questions sur le cas ou après sur nous. On a un petit peu de temps qui sera alloué. Juste pour continuer justement dans le cas qui était présenté là, il y avait une problématique de données qu'on retrouve maintenant de plus en plus au sein des entreprises que nous avons interrogées sur la donnée client. Et surtout, le point qui est crucial ou du moins pour les décideurs que nous avons interrogés, c'est la qualité de la donnée. Alors, ça peut prendre différentes formes quand je dis la qualité de la donnée, parce qu'aujourd'hui, c'est un frein, c'est-à-dire avoir des données qui sont altérées, qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas, je dirais, au format aussi, parce qu'il y a des complexités dans certains cas, freine en fait les bénéfices et la performance des actions digitales qui ont été engagées ou qui sont engagées. Donc, il y a un vrai travail en amont sur la donnée elle-même, à plusieurs niveaux, qui est bien entendu dans la collecte des données, mais souvent les organisations qu'on a interrogées ont des données nécessaires et suffisantes sur les clients, mais c'est qu'elle est souvent éparse dans les organisations. Comme je l'évoquais tout à l'heure, cette notion de silo est toujours présente et du moins, sauf peut-être pour quelques acteurs ou les acteurs qui sont nés plus récemment, mais sur des sociétés qui ont une histoire, ces données sont réparties en fait entre différentes bases de données, différents systèmes d'information. Et il faut réussir à les remonter, à créer une cohérence autour. Et donc, de plus en plus, on voit des besoins qui remontent pour avoir une intégration, avoir une vue d'ensemble sur déjà les données existantes au sein des différents systèmes d'information de l'entreprise et de ressortir justement la bonne donnée qui est associée, sur laquelle on va pouvoir travailler et pouvoir faire des opérations comme dans le cas ING, de ciblage bien précis, de personnalisation aussi qui y sont associées, voire bien entendu de retargeting en fait dans le cadre d'opérations digitales assez pointues. Et ça, de plus en plus aussi en temps réel. C'est-à-dire que quand le client n'attend pas, il a besoin aussi d'informations le plus rapidement possible, et donc il faut être en capacité justement, en ayant ces données de qualité, lorsqu'il y a une demande qui émane de lui,
de pouvoir réagir rapidement et en temps réel. Quand on est toujours sur le sujet de la donnée, on va parler des informations qui sont liées au client. Et ça, c'est la confiance qui est associée. Donc, on a pratiquement 50% des directeurs marketing, responsables de la relation client, responsables digitaux qu'on a interrogés, qui voient ce sujet maintenant comme un point crucial. C'est-à-dire respecter la donnée du client, être en conformité, bien sûr, aussi avec la législation. Donc, vous avez, quand vous êtes, je dirais, une société internationale, les législations peuvent différer de pays par pays, ne serait-ce que même au niveau européen. C'est pas encore, je dirais, elle n'est pas homogène. Mais aussi, au-delà de là, c'est-à-dire que moi, quand je suis client, je sais ce qu'on va faire de ma donnée, donc je suis prêt à donner. Je suis prêt à donner de la donnée, de l'information sur moi, plus pour que l'entreprise me connaisse mieux. Si j'ai une garantie que ça va m'apporter quelque chose et que ce soit fait à bon escient et que ça ne va pas être exploité aussi de manière, je dirais, sauvage, si on peut le dire entre guillemets, par des tiers. Donc il y a une vraie relation de confiance et ça, de plus en plus, les garanties que vont offrir les entreprises sur ces aspects-là vont leur permettre aussi de gagner des points. Alors ça rentre très clairement dans la fidélisation client aussi, bien entendu, de gagner des points vis-à-vis de leurs clients, mais aussi vis-à-vis de leurs prospects, puisqu'on le sait très bien que quand une information, je dirais, d'usage malhonnête ou même une intrusion qui a été faite sur des systèmes, ça va très très vite aujourd'hui sur Internet, et l'information circule, je crois, sur les réseaux sociaux, même sur, bien entendu, dans la presse. Donc il faut être très très vigilant. Ça devient un vrai enjeu aujourd'hui pour les organisations, étroitement lié aux stratégies clients digitales. Donc voilà, dans une session, je dirais, de 45 minutes à peu près, on a fait le tour. Je crois que c'est bon, on est dans les temps. Merci. Très bien. Merci Emmanuel. Alors je pense que là, maintenant, vous avez certainement des questions. Qui se lance? Qui pose la première question à nos intervenants? Donc, soit Monsieur Mailleux, donc, qui a présenté le cas ING et donc la société Infor, ou à Emmanuel, notre spécialiste chez Marques de la relation client. Pas de questions? Peut-être au sujet de la confiance, c'est peut-être l'indicateur le plus difficile à mesurer. Est-ce que vous avez d'autres éléments à nous livrer peut-être là-dessus et peut-être des recettes pour cultiver cette confiance? Oui, directement, les recettes sont assez compliquées parce que ça va être très variable selon les secteurs d'activité. Peut-être je passerai après la main à Edouard. Je ne sais pas si dans le cas de ING, c'était un point dans le domaine bancaire qui est quand même assez critique. C'est un sujet, la confiance, qu'on traite à deux niveaux. Sylvie a présenté tout à l'heure, chez Marques, on a un programme aussi qui s'appelle Flow, qui est lié au flux et aux échanges dématérialisés, dans lequel on traite de la confiance numérique. Et on a un sujet qui a été traité dernièrement, d'ailleurs, dans le cadre d'une analyse très spécifique, alors plus liée à la confiance numérique, donc pas liée spécifiquement au marketing, enfin la confiance numérique dans le marketing digital, mais on a des directions marketing, des directions relations clients, vente, qui ont aussi répondu à des questions. Alors, je n'ai pas tout en tête parce que c'est une autre analyste en fait, qui est en charge chez Marques de ce sujet-là. Ce qui est clair, c'est que c'est excessivement compliqué et où on voit enfin, ce n'est pas une recette de cuisine parce que je ne l'ai pas, ce serait trop facile, mais ce qu'on voit, c'est que le sujet, quand on parle de confiance, se déporte sur de la gestion de l'information. Donc, alors, un autre sujet aussi qu'on couvre, oui, comme quoi tous les liens, il y a beaucoup de liens en fait sur ces différentes thématiques. C'est-à-dire déjà, pour assurer la confiance, il faut bien maîtriser les données ou du bien savoir ce qu'on a comme données, comme information. Et ensuite, après, quelles sont les actions qu'on peut faire autour qui vont peut-être pour certaines les protéger. Je parle de données bancaires, on a tous laissé de données bancaires, on en a sur des sites. Alors si effectivement on peut nous les capturer, donc là après il faut que l'entreprise, on s'assure de leur pertinence qui va assurer les moyens et la garantie de pouvoir le faire. Mais on déporte en fait la problématique sur le sujet de la gestion de l'information, très clairement. D'où nos directions de système d'information, je dirais bien, nos Chief Information Officer qui vont avoir un rôle important en fait sur ces sujets-là
et on ne peut pas l'aborder en fait de manière isolée uniquement nous en tant que direction métier. Et on voit que ce sujet en fait va réunir des compétences multiples de nouveau, hein, dans une logique de maillage, parce qu'il va y avoir même la direction juridique qui peut intervenir dans certaines organisations, la conformité ou audit interne, la direction de système d'information, ou plutôt ce que je préfère, moi, la notion anglaise de Chief Information Officer, et des directions métiers, donc là, en l'occurrence, la partie marketing, etc. Même, est-ce que j'ai le droit d'utiliser certaines informations sur mes clients pour faire un usage détourné, par exemple? C'est un vrai sujet aujourd'hui qui doit intégrer l'ensemble de ces composantes et de ces métiers dans l'organisation. Alors, je ne sais pas, dans la banque, comment vous, est-ce que c'était un point qui a été abordé? Dans le domaine bancaire, on sait que la sécurité des données et les droits d'utilisation des données sont soumis à des contraintes très fortes. Donc dans le cadre d'activités marketing, il est important de disposer d'une solution qui permette de bien encadrer et contrôler ce qu'on va permettre de faire à des équipes métiers. Puisqu'on traite des gros volumes de données, il faut que ce soit automatisé, encadré par un système. Et bien sûr que ça réponde aux contraintes légales qui sont très très fortes, et on peut le comprendre, dans ce domaine. Donc dans le cas du domaine bancaire, on a bien sûr un encadrement très sérieux de l'accès aux données, de leur exploitation et de leur usage à des fins marketing. Merci. Y a-t-il des questions? Peut-être des points à compléter. Sylvie Chauvin, Madame Olivier Paul. Peut-être, pardon, juste pour terminer, hein, puisque peut-être les questions surviendront en aparté ou en face à face, hein, on est là à votre disposition pour éventuellement y répondre. Sachez qu'on va publier donc un e-book sur le sujet des stratégies clients digitales qui sera apparaître en mai. Mais d'ores et déjà, si vous souhaitez le recevoir, il y a un clic là qui est mentionné sur l'écran. Éventuellement, vous nous le redemandez, on vous le communiquera par mail sans problème. Et comme ça, quand il sera à disposition, on vous informera et vous pourrez y accéder. Je vous remercie beaucoup. Très bonne fin de journée.